Est-ce que le foot c'était vraiment mieux avant les années 2000, quand le Steaua Bucarest ou l'Olympique de Marseille pouvaient gagner la Ligue des Champions? Quand l'Olympique de Marseille, quand la VAR n'était pas un département, quand le jeu était plus lent, ou quand un joueur ne coûtait pas 220 millions d'euros. Est-ce que, comme disait un certain Kylian M, le football, il a changé. En bien ou en moins bien? On va se poser la question, bien sûr. Fred, oui. Nostalgique parmi les nostalgiques. Est-ce que tu prends le même plaisir aujourd'hui à regarder du football qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans? Je prends le même plaisir, mais il y a quelque chose que j'ai perdu. J'ai perdu le désir. Tout pour une raison très simple, c'est qu'il y a un match tous les soirs. Avant, les matchs, on les attendait, on les imaginait, on se préparait pour un match. Aujourd'hui, on dévore le match sans vraiment avoir le temps de le désirer, parce qu'il y a déjà deux matchs toutes les heures, et le lendemain, maintenant le vendredi, le lundi soir. Il y a le Barça qui parfois joue le lundi soir, mais c'est une honte. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'accumulation de matchs, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir du foot, même si je trouve qu'il est un peu trop physique pour mon goût. Je préfère le football d'avant qui était plus technique, où on sélectionnait plus les joueurs sur leur qualité technique et tactique que sur leur physique. Mais je trouve que l'abondance de matchs, je veux dire la surabondance de matchs, ne tue pas le plaisir, mais a tué le désir. On n'a plus le temps d'attendre les matchs. Ils sont là toujours, tout le temps. On ne sort jamais des matchs. Surabondance de matchs, et donc lassitude pour toi, en partie. Julien? Moi, je pense que si tu aimes le foot, mais vraiment, si tu aimes le foot, donc pas comme toi, mais si tu aimes vraiment le foot, c'est parti. Je pense que tu peux pas te plaindre d'avoir des matchs tout le temps. Sincèrement, je pense que Johan et moi, on regarde peut-être le plus de matchs parmi nous quatre, mais je peux regarder la Ligue 2. On peut poser la question, tu as combien de matchs par semaine en moyenne, s'il faut l'estimer? Et je sais pas, par week-end, entre 12 et 15 matchs. Après, il y a tu peux regarder des résumés qui durent une demi-heure. Maintenant, tu peux faire. Ça va à la maison, Julien? Mais oui, mais quand madame dort et les enfants dorment, après, c'est bon, c'est à moi. Je peux regarder, j'ai plein d'écrans, j'ai plein de trucs, j'ai toutes les chaînes, tout ce que tu veux. Mais je pense que si tu aimes vraiment le foot, sincèrement, si tu aimes le foot profondément, une vraie passion, tu peux regarder tous les soirs un match différent. Tu peux regarder 2 matchs par journée. Oui, mais regarder plusieurs matchs, parce que maintenant, on est tous obligés de regarder les matchs sur plusieurs écrans. Moi, je sais que je regarde la télé, l'iPad, l'ordi. Parce que parfois, tu as 3 matchs en même temps. Je suis désolé. Tu ne peux pas prendre le même plaisir à regarder 3 matchs que quand tu ne regardes qu'un seul match. Oui, voilà. Peut-être. Mais c'est quand même kiffant d'avoir autant de matchs, je trouve, autant de stars, autant de trucs. Dans chaque, on en parlait le jour avec Johan. N'importe quel match, même des petits niveaux, même en district, même où tu veux, même le match pourri que Beansport a fait dimanche là. Même moi, j'ai regardé cette merde. Et sincèrement, mais partout, il y a des choses que tu apprends, des choses que tu regardes, des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas, des choses sur lesquelles tu peux commenter, t'exprimer, débattre, tout ça. Et c'est en ça que le foot est génial, vraiment. Donc, plus de matchs pour moi, plus de matchs, toujours bien. Voilà, ça c'est pour la partie orgie de foot tous les soirs. Effectivement, il y a pas un soir de la semaine sans match. Johan, revenons au jeu, au terrain. Fred a commencé à en parler notamment. La prédominance désormais de l'athlète sur le technicien. Est-ce que c'est aussi vrai que ça? Non, je pense que c'est vrai, mais ça en rend l'aspect technique encore plus dingue. Parce qu'ils font des choses techniquement à une vitesse de jeu beaucoup plus rapide par rapport à ce que Fred a connu dans les années 60. Alors, je ne sais pas pourquoi ça rigole. Voilà. Des polos, évidemment. C'est la tête de Polo qui me plaît. Non, mais le polo, c'est l'âge du cinéma muet, forcément. Ici. Exactement. mais faire rire en silence. Non, mais c'est vrai, avec le niveau d'intensité, le gegenpressing, la pression permanente, etc., tu es obligé d'être encore plus propre techniquement. Donc, ou pas. Quand tu avais beaucoup plus de temps, c'était plus facile de faire le contrôle, de lever la tête, de regarder où étaient les autres, de bien exécuter techniquement. Là, il y a un mec qui te saute dans les pieds en moins d'une seconde. Donc, tu es obligé d'être encore plus propre techniquement. Donc, moi, je pense que les joueurs sont encore plus techniques. Par contre, il y a un truc que moi, je regrette dans l'évolution du foot, mais c'est mon amour pour les numéros 10, qui ont totalement disparu. Et ça rejoint un peu ton idée, mon cher Fredo. Cette frénésie dans les matchs, cette pression systémique maintenant mise sur le terrain, a fait disparaître un poste que moi j'adorais, parce que c'était des joueurs les plus techniques, les plus élégants, les plus esthètes, avec les cerveaux les plus développés. Il faut en citer 3-4 quand même, faut faire plaisir aussi. Non, mais on peut faire un name dropping, je vais le faire sur l'Italie, parce que les autres pays ont beaucoup moins de numéro 10 intéressants, évidemment. Mais quand vous prenez les Platini, les Zidane, les Zico, les Totti, les Del Piero, les Zola, voilà, vous en avez 50 000, les Chiesa, les Rui Costa, les Kaká. Vous en aviez plein en Italie de ces meneurs de jeu-là. Et aujourd'hui, c'est regrettable parce que l'intensité les a tués, parce que eux, c'était un peu le mécanisme de la pause. On leur donnait le ballon.
tu avais le temps de bouger autour d'eux, eux prenaient le temps de la pause, Et de la marquer le réflexion. rythme, eux marquaient le rythme des Ce qui matchs. amenait, la réflexion amenait de la créativité, de l'imagination. Et c'est pour ça qu'en Italie, il y a un terme qui est pour moi parfait pour résumer le poste de numéro 10, c'est fantaisiste. Ils amenaient de la fantaisie sur le terrain. Et ça, aujourd'hui, on ne Il n'y l'a a plus de plus. place pour la fantaisie On a- aujourd'hui. Beaucoup moins en tout cas, parce qu'ils ne peuvent plus exister, parce que tout va à une telle vitesse que tu es obligé de lâcher le ballon hyper rapidement. Le temps de la pause n'existe plus, qui était symbolisé par le numéro 10. Polo, je sais que tu veux réagir depuis au moins 10 minutes. Ouais, bah alors, on va essayer de parler sérieux. Et près du micro. La, Et près du micro, Polo. la première chose que je vais dire, c'est que tout dépend où on met la caméra, déjà, sur le sujet qu'on veut parler. Parce qu'il y a un truc que je supporte pas et qui est très résumé dans les médias, c'est on dit « Ah, t'es nostalgique d'un temps passé, etc. » Mais rien de plus con que la nostalgie. La Pourquoi question- la Parce qu'elle question- déforme notre perception Mais oui, parce, du passé. que le débat est fini. Oh, t'es un vieux. Oh, t'es un jeune, c'est bien, t'as raison. T'es un vieux, ça ne veut rien dire. Non, le football a évolué. Il a évolué d'une façon très spécifique, je trouve. C'est-à-dire que dire qu'aujourd'hui, les sportifs sont plus intéressants physiquement que ce qu'il y avait les générations précédentes, ouais, ça, c'est toutes les générations. Donc, c'est pas la nouveauté du siècle, ça. C'est dans tous les sports. Tous les sports, c'est passé comme ça. Par contre, quand on regarde le football d'aujourd'hui, et si on les mettait dans les critères des années 80, la plus grande équipe pour moi esthétique de tous les temps, qui est le Brésil 82, on la verrait plus jamais. On ne la verrait pas. Ah, C'est-à-dire que la logique de l'esthétisme est importante dans le football. C'est un sport particulier qui a été créé au 19e siècle. Pour moi, un sport très populaire, j'ai presque envie de dire de gauche. tu peux le dire par les Anglais Hein peux non, le non, dire. mais il y a des phrases, ouais, par les Anglais évidemment, qui a été assez extraordinaire, qui dit, je me rappelle plus qui disait ça sur le football. Non, c'est pas un sport de gentleman, puisque mes gens du Yorkshire, ils sont en train de jouer au foot. Donc ça veut dire, c'est pas un sport pour les gentlemen. Et ce football est assez extraordinaire, ce qu'il est devenu, parce que on compare des choses qui ne sont pas comparables. Quand je parlais, moi je veux pas jouer. Oui, mais toi, non, Polo, tu parles, c'est hyper intéressant, tu fais de l'histoire aussi. Oui, je t'ai coupé la parole, mais toi, le plaisir que tu prends, tu as commencé à suivre le foot, quoi, fin des années 70. 70. Et moi j'ai été accroché par l'Allemagne dès le début. Quoi. Ça, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Mais, Donc mais l'évolution du jeu. l'évolution du jeu, mais en fait, Mouille-toi, les dis-moi gens ce que. les gens, à l'époque, on n'en parlait pas du jeu. C'est-à-dire qu'on voyait des techniciens qui étaient extraordinaires. Mais c'était On disait, naturel. C'était logique, c'était naturel. Eh oui. On faisait le truc. Il y avait une forme de bossa nova dans le jeu, etc. Et alors maintenant, oh non, les mecs, c'est un athlète. Alors il a fait tant de sprints dans le match. Alors, Les courses à haute intensité. Les courses à haute intensité. Bah T'es ouais, gonflé, alors. t'es le mec qui nous parle sans arrêt du nombre de kilomètres parcourus par tes équipes allemandes Mais oui, mais en parce que championnat. mais oui, mais je le dis, d'autant plus que je suis le premier à avoir dit, il n'y a plus de football, il n'y a que des athlètes. Donc j'ai pas de problème avec ça. Attends. Moi, j'analyse Les gars- la société actuelle. Et Je vais le poser une football question. actuel. Ouais. Question qui fâche, c'est un débat qu'on a fait il y a longtemps, qui avait créé un peu d'émoi notamment sur RMC. Zidane, parlons de Zidane 2 secondes. Si on parle de référence numéro 10 française, qui a joué en Espagne, qui a joué en Italie, qui a joué en équipe de France, bien sûr. Est-ce que Zidane, aujourd'hui, avec ses qualités techniques propres, avec son esthétisme aussi, il pourrait briller comme il a brillé il y a 20 ans sur les terrains? Fred? Non. Non, pour une raison très simple, c'est qu'il n'avait pas déjà beaucoup de physique à l'époque. Et aujourd'hui, vu que le niveau physique est très, Il est, très il est élevé, passé par la Juve quand même. Hein. Oui, oui, ben, raison de plus. Raison de plus. Aujourd'hui, Johan, pas de réaction Zidane. là-dessus. Hein. L'évidence, on ne dément pas. Exactement. Merci. Johan. aujourd'hui, bah oui, il est allé au procès comme beaucoup, et comme Deschamps et comme tous. Hein. Si on, Attends, si on balance les noms, ils sont tous allés au procès de la Il Juve. a hein. des cuisses après la Juve, Ouais. tu Ouais. résous le problème de la fin du Ouais, monde. les Attends, cuisses. Oui. Si tu veux, Polo, aussi, on peut parler de l'Allemagne de l'Est, hein, mais bon, ça, c'est un autre chose. DDR, si tu veux. Deutsche Demokratische Republik. Mais ça a été copié partout. Bah voilà, c'est pour ça. Finalement, t'as donné Deutsche l'exemple. Qualitat. Alors, Non, vas-y, mais Johan. sincèrement, les limites physiques de Zidane qui étaient évidentes, aujourd'hui, l'empêcheraient de faire la carrière qu'il a faite. Il aurait travaillé différemment. Ouais, sur moi, je pense- formation, non, il aurait je suis travaillé. d'accord. Mais si, Non. aujourd'hui, Les joueurs en termes de intelligents, ils formation, s'adaptent en fait. Ouais, bien, mais non, mais déjà, il y a ils un savent, moment- je pense. il y a un moment quand les mecs qui courent plus vite que toi, qui sont plus Mais forts physiquement que toi, tu peux pas. Johan. Ça reste, Johan. c'est une évidence. Mais pas lui. Hein, tout à l'heure, on va parler de Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario de la dernière période, quand il est perdu de sa puissance. Mais jamais, avec les kilos en trop qu'il avait, etc. Mais jamais il aurait marqué les buts aujourd'hui qu'il marquait encore à l'époque. Johan. Alors sur Ronaldo, je suis pas sûr du tout pour le coup. Ronaldo Nazario. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais sur Zidane, il jouerait pas en 10, il jouerait pas dans un secteur aussi dense, il jouerait sans doute ailleurs, peut-être plus excentré. Mais moi, je suis persuadé que les joueurs intelligents trouvent des réponses à tous
les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit tactique, que ce soit physique. Et aujourd'hui, tu as des joueurs qui ne sont pas des monstres physiques, alors qui courent peut-être un peu plus ou un peu moins, mais qui sont capables tout à fait d'évoluer dans un football qui est très énergivore, très énergétique, Polo, on avec parle beaucoup de souvent, pression. hein. Tu parles du duo allemand Musiala-Wirtz. On n'est pas sur des athlètes, on est sur des joueurs endurants. Wirtz n'est pas un athlète, Polo. Ouais, J'ai encore vu Musiala hier soir. Musiala, t'as déjà vu comment il a évolué depuis 2 ans. Enfin, c'est assez Mais ça, impressionnant. c'est à la cristalline, par contre, on a Ah oui, vu. oui. C'est la fête de la bière. Ouais. Non. Ça, moi, je suis assez d'accord avec Johan là-dessus. Je pense que les techniciens évoluent de plus en plus vite et ils s'adapteront tout le temps. J'en suis intimement persuadé. Le fait qu'ils circulent, qu'ils donnent la balle de plus en plus rapidement, c'est l'évolution du sport. Ça n'a pas empêché Musiala hier de faire une super passe pour le penalty. Moi là-dessus, c'est pas ça qui me dérange dans le foot. Ce qui m'empêche, qui me dérange, c'est toujours ce côté dans le football esthétique. Il n'y a pas que le résultat, on s'en fout. C'est-à-dire la beauté du sport, la beauté de ce truc de con, c'est 11 mecs contre 11, hein, et puis tu as un ballon, et voilà, et tu te rends compte qu'il y a des moments d'esthétisme qu'on n'en parle plus, parce que l'athlète remplace tout ça, parce que la pression du résultat, je suis assez d'accord avec Fred, tous les 3 jours, il y a un match, etc. Moi, je me coltine toute la 2e division allemande, que la Bundesliga, évidemment, pour le lundi, je regarde ce qui se passe en Suisse, en Autriche, j'essaie de suivre ce qui se passe dans le football international. D'un moment, ça va, quoi. Même l'Euro et la Coupe du Monde, pour moi, c'est même plus intéressant. D'autant plus, c'est un autre débat. On est passé dans une logique de Barnum complète où on invite n'importe qui. Donc, c'est pas intéressant tout ça. Et la Coupe du Monde des clubs qu'on a rajouté. C'est ridicule. Mais 80 matchs par saison pour les grosses équipes. Voilà. Et après, les mecs sont blessés. Voilà. Après, il y a quelque chose dans le jeu, moi, qui me plaît beaucoup. Et je me suis fait la réflexion hier soir. Michael le disait, qui met un coup franc sublime. J'ai eu l'impression d'être plus jeune, d'avoir des cheveux. Non, mais, et j'ai lu une statistique qui concerne le dernier joueur de l'équipe de France à avoir marqué un coup franc direct. Jérôme Rotten En 2007. Ça remonte. Non, mais vous imaginez. C'est-à-dire que entre 2007 et 2025, en équipe de France, elle a joué quelques matchs. Il n'y a pas un joueur qui était capable de mettre un coup franc direct. En compétition officielle. Compétition officielle. En compétition officielle. C'est ce qui compte, excusez-moi. Pogba en a mis un match amical. Non, mais en compétition officielle. Mais ça veut tout dire de l'évolution du football. Parce que pour bien frapper un coup franc direct. Excusez-moi, excuse-moi, pardonne-moi, quand j'étais petit, moi, j'adorais voir les coups francs directs. J'adorais voir les coups francs, ce qu'on appelait les coups francs platiniens. Aujourd'hui, on en voit de moins en moins. Julien, est-ce que tu lui pardonnes? À Fred, pourquoi? Non, mais pour moi, c'est un aspect du jeu qu'on voit moins et qui, moi, me manque. Mais non, mais c'est peut-être que tu as des joueurs qui travaillent moins les coups francs à l'entraînement. Parce qu'ils sont moins techniques. Mais non. Le foot a évolué. Tu peux pas me dire que les joueurs sont moins techniques. Aussi, peut-être, c'est une option. Tu peux pas me dire que les joueurs sont moins techniques aujourd'hui qu'ils étaient il y a 15 ans ou 20 ans. En tout cas, sur les coups francs aussi. D'accord, mais il y a autre chose aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de coups de pied arrêtés qui ont énormément progressé dans tous les championnats sur les dernières années. Moi, je pense que les centres de formation ont beaucoup changé aussi, ont beaucoup évolué. Zidane, à l'AS Cannes à l'époque, n'aurait pas du tout fait le travail physique qu'il ferait aujourd'hui dans un centre de formation équivalent à celui de l'AS Cannes à l'époque. Je vois mon aîné qui est en sport-études, qui a été en centre de formation aussi en Angleterre. Tu connais l'aîné de Julien Laurence? Il sera dans quelques années très grand. Le petit Laurence? Oui. Je sais pas, moi j'ai pas envie qu'il devienne pro, hein, aucun des 3. Ah bon? Mais ce qui est fou dans mes 3, les 2 garçons ils ont donc 12 et 15 maintenant, c'est des très bons joueurs de foot. La dernière elle a 7 ans, c'est une petite fille, Margot, c'est peut-être la plus forte des 3 mais elle veut pas jouer au foot, ça l'intéresse pas. Donc c'est l'histoire de ma vie aussi. Mais ce que je voulais dire sur le grand, c'est que 3 fois par semaine ils vont à la salle de musculation en sport-études. Et en centre de formation, c'est pareil. Mais il n'y a pas de messé. C'est comme ça parce que le jeu a évolué, on l'a dit, parce qu'il faut être plus rapide. Ça veut tout dire. Mais ça veut rien dire du tout. Ça veut surtout dire que Zidane, il serait allé à la salle de muscu 3 fois par semaine. Il aurait été physiquement bien plus fort qu'il était quand il a commencé. Bon, les amis. Demande à Carlo Ancelotti ce qu'il pense de comment Alexander Pato a gâché sa carrière en allant à la salle de muscu. C'est quoi, Fred? On va l'appeler à la pub Carlo Ancelotti. Voilà. Peut-être même que Florentino va t'envoyer un SMS pendant la pub. Ah, c'est possible, j'ai prévenu d'ailleurs. Un homme qui a joué à Liverpool, un homme qui a joué à Valence en Espagne, un homme qui a joué au Paris Saint-Germain, un homme qui a joué à la Juventus Turin, Qui a été formé à la JOCR, merci. formé à la JOCR, t'as raison de le préciser. Il est aujourd'hui conseiller sportif et fondateur de LSM, Leading Sports Management. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, Momo Sissoko.
Alors, il paraît que Momo Sissoko est le frérot de Julien Laurence, même pas un Ah regard, oui. pas une poignée de main. Donc, Non, mais on était un peu loin, mais c'est la famille. Momo. c'est la famille, là? Bien sûr. Famille très large de Julien Laurence, bien sûr. Merci d'être avec nous, Momo. C'est un plaisir. Tiens, juste pour le kiff, on a fait un petit montage de quelques émotions de ta carrière. Écoutez. Occhio alla battuta dentro verso Trezeguet, Fre con i pugni, pallone che rimane in mezzo, 1-1, Sissoko, errore evidentissimo, la gioia di Momo Sissoko, l'abbraccio, Camoranesi ritrova il sorriso, and that's the strike, oh it's in, my oh my, Momo Sissoko has finally scored for Liverpool. L'émotion Sissoko est avec nous, bien sûr. Momo, tiens, puisque tu réunis 3 championnats ce soir, tu n'as jamais joué en Allemagne. Polo, tu l'aurais accepté, Momo Sissoko en Bundesliga, évidemment? Il faut avoir un certain niveau, attention. Hein. Non, mais j'ai cru pendant un moment que tu allais venir en Bundesliga et je pense qu'il aurait fait une très belle carrière. C'est vrai, Momo? Ouais, effectivement, j'avais des contacts avec le Bayern de Munich à un moment donné. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais bon, c'est un championnat que je suis énormément. Bon, alors, justement, tu as pris plus de plaisir dans quel championnat? Au-delà de ton statut, que ce soit la Juve, Tu connais la à la réponse. Tu Fiorentina, connais la réponse Valence, déjà. J'ai pas besoin de te dire. au PSG, pourquoi pas la Ligue 1, on peut aussi en parler parfois le lundi soir. Ton plaisir de jouer au football, il était où surtout? En Serie A Bah, pour moi, l'Espagne. Ouais. Mais ouais. Pour moi, Pourquoi l'Espagne? Tout simplement parce que c'est là-bas où j'ai remporté mes premiers titres. Et c'est là-bas où j'ai joué contre des grands noms comme Zinedine Zidane, Figo. À l'époque, il y avait le grand Ronaldo. Le Le Brésilien? grand Ronaldo. Et en plus de Il y aura des problèmes avec les Portugais, attention. Hein. En plus de ça, on a été champion. Voilà. On a été champion, donc pour moi, l'Espagne, je retiens que des bons souvenirs. C'est vrai que c'était le grand Valence à l'époque. Hein. Quand on voit l'état de Valence aujourd'hui, mais c'est vraiment le grand Valence, c'était Benitez. Hein, Ouais, c'était Benitez l'entraîneur. Ouais, c'était le grand Valence. Hein. Depuis mon époque, c'est vrai que malheureusement, ils n'ont pas remporté un titre majeur. Donc pour moi, l'Espagne, c'est un grand championnat. Et après, voilà, l'Angleterre aussi, c'est... Ah, pas tu mal. fais. En deuxième. Momo, tu as balayé quasiment 2 décennies de football, début 2000 jusqu'à la fin des années 2010. Tous les championnats que tu as parcourus également. On faisait un débat là sur comment le foot évolue. On entend ici ce soir, aujourd'hui, il est trop physique, trop athlétique. Il n'est pas aussi aéré, technique qu'il l'était avant. Est-ce que toi, tu as vu une évolution? Est-ce que tu regrettes cette évolution? Bah, j'ai vu une évolution au niveau de l'intensité. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est dur. C'est dur parce que les joueurs, ils enchaînent énormément de matchs. Mais après, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait plus de... À mon sens, je pense qu'il y avait plus de qualité. C'est-à-dire que des joueurs comme Riquelme, si tu les mets actuellement dans ce championnat-là, ils n'auront pas existé. Et pour moi, oui, carrément, pas existé. Ouais, Riquelme, Pablo Aimar, des Recoba, tous ces mecs-là, je pense qu'ils ont existé au niveau de la technique et au niveau de la justesse, mais pas au niveau de l'intensité. N'hésitez pas, si vous avez des questions ici au Théâtre Européen, à demander, à lever la main, demander le micro et débattre avec nous. Polo, en préparant l'émission sur ce thème de l'évolution du football, tu nous as dit, moi, un des vrais changements, c'est qu'on est passé, c'est du Polo Breitner, hein, de l'idiot du village avant à l'idiot du voyage aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Avant, en fait, j'ai envie de dire avant l'Union européenne telle qu'on nous l'a vendue, avec... À l'époque. Applaudissements timides, Polo, hein, désolé. Hein. Théâtre européen, on avec se rappelle. la- Hein. la libre Théâtre cir- européen, aussi, c'est avec par la- hasard qu'on est là. Avec la libre circulation des capitaux, la libre circulation des marchandises et la libre circulation des personnes, on avait un football national, des championnats nationaux, où on avait juste le droit d'avoir 3 joueurs d'un pays étranger qu'on le prenait dans un championnat, et ça donnait des identités footballistiques. C'est-à-dire que lorsque tu jouais des Espagnols, tu savais ce que tu voyais. Je fais la caricature, j'essentialise. Tu joues des Suédois, ils faisaient tous plus d'1m90. Tu joues des Japonais en Coupe du Essentialise, Monde, ils font tous 1m60. Tu joues le football italien que les Allemands n'arrivaient jamais à battre, tu te rends compte que tout se passait au milieu. Chaque pays avait quelque chose. Et aujourd'hui, on nous vend une diversité merveilleuse. Le footballeur, d'ailleurs, en a profité parce que c'est lui le grand gagnant de la globalisation du football. C'est pas les clubs. De l'après-Bosman, bien De sûr. l'après-Bosman. 1980. Bosman était nécessaire, je précise, pour une raison bien simple, pas celle qu'on nous vend. Bosman, mais je que- précise pour ceux, c'est libre circulation des joueurs, hein, sans aucune restriction. Et c'est normal, Partout dans le monde et en on est Europe. dans l'Union européenne, donc c'est logique. C'est une décision de justice. Hein. Et oui, c'est une décision de justice logique. Et je rappelle pourquoi elle est utile, non pas pour ce qu'on nous vend en ce moment en disant le mec peut aller se balader où il veut, c'est qu'à l'époque, même quand vous aviez une fin de contrat, vous deviez payer une indemnité.
C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une forme, entre guillemets, d'esclavagisme du joueur qui ne pouvait pas quitter son club alors qu'il était en fin de contrat. Et c'était le président du club qui disait « faudra en parler avec Larquet, les vieux et tout ça, c'est super intéressant ». Non, mais on ne faisait pas ce qu'on voulait. Donc ça, c'était utile. Maintenant, on est passé dans une logique où on me parle à longueur de temps de diversité, parce que regarde, il y a des personnes de couleur là, il y a le mec là. Et à la fin, vous bouffez tous du McDo. Vous bouffez tous, vous ne jouez de la même façon. J'ai perdu cette identité que j'avais vue, qui m'intéressait. C'est-à-dire, on peut faire un débat sur les anciennes colonies françaises, c'est bien, c'est pas bien, c'est ceci, c'est cela. Dans le football, ça nous a apporté énormément. Et on avait, footballistiquement, des choses extraordinaires. Les plus grands joueurs français sont d'origine étrangère. Ça nous a apporté un truc extraordinaire pour notre façon, mais on ne savait pas gagner. Et jusqu'au moment où on a gagné. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que notre histoire footballistique à l'aune d'une globalisation où je ne vois pas ce que c'est que le kick and rush anglais qui, moi, me faisait fondamentalement aimer les Anglais à l'époque. Donc, c'était avant la Première Ligue, évidemment. La Première Ligue, comme par hasard, ça arrive en 1992. L'Union européenne, c'est la même chose. C'est dans les années 90. Larry Bosman, c'est pareil. C'est un monde bien spécifique où on nous a dit les gentils capitalistes ont gagné contre les méchants communistes. Mais vous oubliez quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas un capitalisme. Il y en a plusieurs. Et on s'est tous fait bouffer pour avoir celui qu'on veut nous proposer, Made in America. Donc un meeting politique, vous l'avez compris. Pourrez vous encarter à la fin de la soirée le parti de Polo Breitner. La RDA est de retour. Ça va, Mo, tu connaissais Polo Breitner ou pas, non? Oui, je connaissais. Tu connaissais? Ouais. Toi, est-ce que tu as senti des vraies différences culturelles selon les championnats dans lesquels tu as évolué, quoi? On dit souvent de manière un peu facile, Fred le dit de manière un peu facile, l'Espagne, c'est le championnat le plus technique qui existe. L'Angleterre, le plus athlétique, le plus intense. L'Italien, peut-être le plus fermé, le plus tactique aussi. Est-ce que c'est si vrai que ça? Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une identité. C'est-à-dire que moi, quand j'arrivais à la Juve, c'était vraiment voilà, les Italiens, voilà, il fallait parler la langue. Chose que maintenant, c'est très difficile parce qu'il y a tellement de diversité que maintenant, c'est difficile que quand tu arrives dans un pays, tu puisses parler la langue. Mais maintenant, c'est vrai que tout a changé, l'économie, elle a changé. Mais je pense que c'est ce qui fait la beauté du football aussi. Tu prends toujours du plaisir à regarder un match en tant que spectateur aujourd'hui? Pour être honnête, ça va dépendre des matchs. Un match de Ligue des Champions, tu vas prendre le plaisir, tu vas avoir un beau match. Le dernier match c'est Paris-Liverpool. Sur les deux matchs, j'ai pris énormément de plaisir. Mais sur certains matchs, clairement, je ne regarde pas. Julien. Moi, je pense qu'on a souvent posé la question, peut-être le meilleur joueur avec qui tu t'es joué ou que tu as affronté. Il y a quelques maillots de Liverpool, j'ai vu, il y a un Steven Gerrard, pas loin, non, quelque part. C'était comment de jouer, par exemple, avec un mec comme Gerrard? C'était facile. Hein. Tu avais juste à ratisser les ballons et lui donner le ballon. Il faisait le boulot. D'ailleurs, j'ai joué avec lui hier aussi. Ouais, j'ai vu. On a fait un match contre Chelsea. Mais voilà, des joueurs comme ça, comme Steven Gerrard, Alexandre Del Piero, Xabi Alonso, c'est des joueurs faciles avec qui tu peux jouer et qui comprennent énormément, tellement le football qu'au final, tu prends de plaisir à les côtoyer en tant que footballeur, mais en tant qu'être humain aussi. Momo, quand tu es à la Juve, tu as le début de la BBC, donc Bonucci, Barzagli, Chiellini. Est-ce qu'à ce moment-là, alors certains étaient plus avancés dans leur carrière, Chiellini était en avance sur un joueur comme Bonucci, est-ce que tu sentais que ça allait devenir un trio aussi fort qui est à la base de tous les succès de la Juve des années 2010 et qui pour moi sont les vrais derniers garants de l'identité italienne dont parlait Polo d'une certaine époque, qui était la rigueur, l'extrême rigueur défensive? Ouais, c'est en fait Chiellini, il a redonné justement toutes ces bonnes choses à Bonucci qui était un petit peu plus jeune. Et c'est vrai que cette identité-là a permis justement aux joueurs qui arrivaient de se sentir importants et surtout de comprendre c'était quoi l'ADN italienne et l'ADN Juve. Donc clairement, quand tu as des grands monsieur comme ça, tu apprends à leur côté et c'est facile au final. On va prendre une première question du public ici au Théâtre Européen. Je crois que c'est Kevin. C'est juste là-bas avec le maillot d'Arsenal, c'est ça? Non, pas du tout. C'est l'Ajax. Il ne voit rien du tout. Pas grave. Rien du tout. Vas-y, on t'écoute, Kevin. Alors, messieurs, dames, déjà, merci d'être là, les drôles de dames. Je pense qu'en 20 ans de drôles de dames, on a le prime. Hein. On a eu David Lortolari, mais le meilleur, ça reste toi. On a eu Didier Magot, on a eu Philippe Auclair, on a eu Fred. Tout seul. Est-ce que Fred est meilleur que Fred aujourd'hui? La relève est là aussi. Alors la question, c'est plutôt pour Momo Sissoko. L'after, il a un petit peu donc élevé le débat sur le monde du foot. Est-ce que
les joueurs pros écoutent l'after. Est-ce que les joueurs pros écoutent les débats tactiques et est-ce que ça fait un petit peu évoluer la vision du journalisme? Je ne sais pas si les joueurs pros ils écoutent les podcasts ou ils écoutent des émissions de football. Ils ont tellement justement à faire que je ne pense pas qu'ils puissent justement. Comment ça, l'après-midi, ils sont tranquilles à la maison. On s'est compris. Ils travaillent 2 heures par jour. Ouais, Oh, oh. on s'est compris. Mais après, bon, et c'est vrai qu'il y a des débats qui sont importants. Il y a des débats qui te font aussi évoluer en tant que footballeur. Mais je pense que c'est des bons débats qui te permettent justement d'évoluer et de comprendre ce que le grand public attend de chaque joueur. Fred, pour conclure. Ouais, une petite question technique. Quand Zizou est arrivé au Real, il disait toujours, ici j'ai 50 cm de plus pour jouer qu'en Italie. Ça montre bien la différence entre deux championnats. Finalement, l'Espagne permettait aussi à des joueurs ultra techniques d'avoir un peu plus de liberté pour s'exprimer qu'en Italie, où c'était quand même un marquage très, très à la culotte. Est-ce que toi, tu l'as senti aussi quand tu as fait les deux? Ouais, je l'ai senti, hein, surtout quand tu as côtoyé des grands joueurs, que ce soit Zizou, Aymar. C'est des joueurs qui avaient tellement de connaissances footballistiques, qui étaient tellement élégants et beaux à voir, qu'au final, tu les admirais en fait. Et donc tu laissais 50 cm tu les laissais jouer au final. Voilà, eux, c'est des joueurs créatifs, c'est des joueurs que tu payes ta place pour aller les voir. Et pour moi, il manque aujourd'hui des joueurs comme ça, vraiment.